Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le Springfield M1903A4 de chez G&G. Bon, je sais pas trop si on dit G&G ou Gouet ou G&G. Du coup, je vais dire G&G, en mode franchouillard. Avant de commencer cette vidéo, on va faire tout d'abord un petit tour du côté de l'historique de l'arme originale. Fin 1942, suite au combat dans le Pacifique, il fut évident qu'il manquait un fusil de précision à l'US Army avec une visée optique. Ainsi, il fut demandé à Remington de produire un 1903A3 modifié pour accueillir une lunette. Ainsi, le M1903A4 fut créé. Mais il ne s'agissait pas de 1903A4 d'origine, il s'agissait de 1903A3 modifié en A4. Ils étaient sélectionnés dans la chaîne de fabrication en raison de leur bonne précision et ils étaient affublés d'une lunette de chasse civile, elle-même choisie car disponible en grande quantité à petit prix. Deux types de lunettes furent sélectionnés, la Lyman Alaskan et la Weaver 330C, renommées ensuite M73 et M73B1. Puis il y eut les lunettes M81, M82 et M84, mais elles étaient plus conçues pour le Garand. Le Springfield M1903A4 fut produit à plus de 23 000 exemplaires. D'ailleurs, si vous voulez savoir si vous avez entre les mains un Springfield M1903A4 d'origine ou un A3 modifié en A4, comme ici, eh bien il suffit de voir le marquage qu'il y a sur le tonnerre, puisqu'il doit être visible même avec le rail monté dessus. Son principal point faible était la lunette, surtout sur le modèle M73B1 qui était la plus largement distribuée. En effet, elle était inadaptée au milieu humide, elle pouvait donc moisir à l'intérieur, et deuxièmement, elle était inadaptée à un usage militaire puisque faible grossissement et les molettes de réglage étaient particulièrement dures. Bah ouais, c'est bien connu, hein, les militaires c'est des gros bourrins. Enfin je la vois! Enfin je vois ma bite! Ah! Comme tous les autres fusils américains de l'époque, la munition utilisée pour ce fusil était le 30-06, aussi appelé modèle M2. Passons maintenant à la réplique proposée par G&G. Tout d'abord, je souhaite remercier Déstockage Games pour son soutien. En effet, sans Déstockage Games, je ne pourrais sûrement pas vous présenter autant de vidéos en si peu de temps avec du matos aussi rare. Donc si comme Déstockage Games, vous voulez me soutenir, on se retrouve à la fin de la vidéo. C'est bon, t'as fini avec ton placement de produit là? C'en est pas. Déstockage Games, Déstockage Games, Déstockage Games, Déstockage Games. Allez, c'est bon, t'as rempli ton quota pour le reste de la vidéo, on peut y aller. D'ailleurs, je suis relativement étonné puisque, sauf erreur de ma part, je suis le premier français à faire une review de ce bébé sur YouTube, alors que la réplique est sortie en 2015. Bon, avec du recul, je comprends pourquoi. Vous verrez ça ensuite. Alors, direct, les puristes vont me dire « Mais non, c'est pas un M1903A4, c'est un M1903A3 avec une lunette dessus, et le guidon retiré à l'extrémité. » Ouais, vous avez raison, je suis désolé. Je peux pas vous donner tort là-dessus, moi aussi ça me choque énormément. En effet, la particularité des M1903A4 était d'avoir une crosse de type C, c'est-à-dire avec une poignée pistolet ici. Bon, ce problème étant maintenant soulevé, comment le corriger? Eh bien, en vous procurant une crosse de type C. Le problème n'est pas tellement le prix, comptez entre 200 et 300 € pour une crosse en bon état. Je vous recommande la copie, hein, évidemment, ne massacrez pas de l'original. Mais le problème, c'est que toutes les crosses que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant, elles étaient en Amérique. Le problème, c'est que les vendeurs n'exportent pas outre-Atlantique. C'est là la principale difficulté, c'est de trouver une crosse, de la payer et de pouvoir la faire importer. Donc désolé, je n'ai pas de solution miracle pour le moment, à part refaire intégralement une crosse, mais pour le moment j'ai pas le budget pour, et donc j'ai pas d'autre solution à part cacher la crosse au moment où vous faites des photos. Ceci dit, comme certains 1903A3 étaient réellement convertis en 1903A4 à l'époque, la crosse pouvait ne pas être changée. Donc ça pouvait être possible d'en retrouver dans ce genre-là, mais hélas je n'ai pas vu encore de photos d'époque pouvant prouver cette modification. Cette réplique est totalement d'origine au niveau de l'interne, à un seul détail près, j'y reviendrai ensuite, c'est tout juste sorti de boîte, il n'y a que le bois que je n'ai pas pu m'empêcher de retravailler. Vous me connaissez, quand je vois du bois, eh bien je vais m'en occuper. Cette réplique peut se trouver entre 500 et 600 € en France, et j'ai même vu un magasin qui le proposait à 700 €. Et après on dit que le Gewehr 43 il est trop cher, alors que ce truc là il est fabriqué en série, et c'est juste un fusil classique avec une lunette dessus. Oh, putain ils sont pas chiés. C'est vrai qu'à choisir je préfère le Gewehr 43.
Moi je l'ai eu d'occasion à 500 € frais de port inclus avec un chargeur supplémentaire. C'est donc une seconde main. Il existe deux versions de cette réplique, une à CO2, l'autre à gaz. Après la réplique en elle-même ne change pas, c'est juste le chargeur et sa méthode de propulsion qui changera. La boîte est typique de chez G&G, tout en bleu, avec marqué AEG dessus. J'ai eu peur au début. Mais non, en fait, c'est juste une boîte standard et ils ont rajouté une petite étiquette à côté pour qu'on puisse identifier que c'est un M1903A4. Ceci dit, AEG, ça pourrait vouloir dire automatiquement éjecter du gun. Je parle de la bille pour le coup. Le packaging contient un sachet de billes qu'il va falloir mettre au feu, la réplique, un chargeur, la lunette et son montage, un mode d'emploi avec éclaté technique et deux clés Allen plus une petite rallonge pour une bouteille de gaz. La notice est traduite en français. Ou pas. Ça dépend des moments en fait. Parce que bon, quand on voit la liste des pièces détachées, magazine wall set, upper hand guard, upper receiver, charging handle, retainer and swivel sets, hop unit, magazine, block set, inner barrel, outer barrel, scope mount. Ouais, bah finalement, ils sont très à la page par rapport aux français de maintenant qui utilisent du bolt, du trigger, du upper et du blowback. Au niveau des marquages sur la réplique, nous en avons plusieurs. Tout d'abord, le numéro de série de la réplique qui est sur le tonnerre et qui est caché sous la lunette, ce qui prouve que nous avons un M1903A3 qui était converti en A4 en rajoutant juste une lunette. Ainsi on devine que j'ai la 234e réplique de 2015, ce qui veut donc dire, comme elle est sortie cette même année, que j'ai la 234e réplique qui a été fabriquée chez G&G de ce modèle. En dessous de la lunette, si je l'enlevais, on pourrait découvrir un G&G Armament GM1903A3. Les autres marquages seront Ready et Safe sur le drapeau de sûreté. Ma sûreté au passage bloque à mi-course. Bon, elle fonctionne quand même, mais je ne peux pas la basculer complètement à droite. Usure, problème de conception, j'en sais rien en fait. Nous avons un off et un on sur le levier qui sert à débloquer la culasse. Levier qui est fonctionnel au passage, ça c'est plutôt pas mal. Et nous avons un petit R sur le côté droit de la note culasse. J'en déduis que R veut dire ici right. Concernant la lunette, fusil à lunettes, fusil à hacker, ta gueule. Va pas plus loin, parce que c'est avec ce genre de blague qu'on va avoir des problèmes avec la monétisation. Tu t'en fous, t'as des sponsors maintenant. Ouais, peut-être, mais je tiens à les garder. La lunette est fonctionnelle et réaliste à 98%. Ce qui manque, en fait, c'est juste les marquages. Elle sera comme une originale, difficile à régler, avec des petites molettes sur le dessus et sur le côté gauche. D'ailleurs, lorsque vous corrigez en hausse et en dérive, ce n'est pas la croix qui bouge à l'intérieur, c'est toute l'image. Évidemment, réglez votre lunette après avoir géré le poids de la bille et après avoir réglé le hop-up. Par contre, on en parle du gros marquage G&G qu'il y a sur le collier à l'avant. Vous aviez pas plus discret, franchement? Vous avez peur qu'on vende ça comme une originale? Pour ça, il faudrait déjà avoir la qualité d'une originale. Hein. C'est du Zamac, là. Seule la lunette est en acier, par contre. Comme je disais, le fabricant a viré le guidon à l'avant, supprimant ainsi la fonctionnalité de pouvoir viser de manière mécanique. Il n'y a plus aucun organe de visée, ni à l'avant ni à l'arrière, vous êtes obligé de passer par la lunette. Donc on a la trace du guidon d'origine à l'extrémité, mais ceci dit, ça ne me choque pas, comme je disais dans l'historique, il pouvait y avoir des M1903A3 convertis en A4. Le poids des répliques est de 3,8 kg contre à peu près 4 kg pour un original. Ça, j'avoue, c'est pas mal. Les 200 grammes qui restent, ça doit être l'emplacement de la poignée pistolet, sûrement. Après, il faut dire que les chargeurs, ils sont pour... fail. Après... Bon, quand vous enlevez votre chargeur, enlevez-le comme ça, à la verticale, parce que comme ça, ça appuie sur la valve et c'est pas bien. Bon, après, faut dire que les chargeurs, ils sont pour quelque chose, ils pèsent 450 grammes pièce, ce qui est pas mal quand même. La crosse est lourde et solide, le bois est de très bonne qualité, c'était un vrai plaisir à retravailler. Pour ça, je dis... GG. Mais voilà pourquoi je la prononce à la française, c'est juste pour faire une blague. La culasse, comme sur les modèles originaux, peut être refermée sans armer le mécanisme à l'intérieur, tout ça en appuyant sur la détente au moment où vous refermez le levier d'armement. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup aux culasses du Moser Tanaka et du Moser PPS dans sa conception, et nous avons une faiblesse en plus, c'est que en dessous de la culasse, nous avons deux vis qui sont complètement merdiques. La vis à l'arrière, qui est la plus courte, pas de jeu de mots, aura son pas de vis qui va assez rapidement se baiser. En gros, dès que vous recevez cette réplique, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever une fois la vis à l'arrière, de la coller, de mettre du frein filet, de faire tout ce que vous voulez pour qu'elle tienne à vie, donc ne comptez pas démonter ensuite la culasse, puis refixer la vis. Parce que si celle-là, elle tombe, en fait tout l'arrière de la culasse va se péter la gueule, et si vous la perdez sur le terrain, ce qui a failli m'arriver, ça va vous poser des gros problèmes pour la remplacer.
La vis à l'avant, quant à elle, fixée là aussi, mais plus avec du frein filet, elle a un petit peu moins de tension, mais elle va avoir du jeu quand même, puisque toute cette partie à l'avant va pivoter, et donc la vis va se dévisser toute seule, à force des manipulations avec la culasse, et à un moment votre culasse va bloquer. Il va falloir passer par en dessous pour aller revisser la vis en question. Et si vous ne le faites pas et qu'elle tombe, et ben là aussi vous serez bien emmerdé. Ce qui m'a assez rapidement choqué quand j'ai reçu cette réplique, c'est que la culasse, on sent qu'il y a beaucoup de frottement. Et ça, c'est un problème de conception et de revêtement qu'il y a dessus. On peut voir qu'il y a de la peinture grise, comme si c'était parkerisé. Donc vous pouvez garder cette peinture, mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est de décaper la culasse pour après la rebronzer. Ça fera toujours une épaisseur en moins. Mais je vous préconise dans tous les cas de bien la graisser pour éviter les frottements, qui au passage favorisent l'usure. Les chargeurs ressemblent étrangement aussi à ceux du Tanaka et de PPS, à ceci près que nous avons la valve qui est beaucoup plus apparente ici, et que nous avons des joints qui sont verts. Ouais, c'est plus écolo, c'est plus rigolo. Oh ben ouais, hein, le joint c'est écolo, hein, on fume de l'herbe. Comme je vous le disais, il existe deux types de chargeurs. Un en CO2 et l'autre en gaz. Le CO2 c'est un gaz, je te rappelle. Ta gueule, franchement, moi j'y suis pour rien. C'est comme ça que ça se dit, et pas autrement, c'est le vocabulaire airsoft actuel. Ça dépendrait que de moi, tu pratiquerais du tir de loisir avec des projectiles légers de 6 mm. Le chargeur CO2 a des grosses faiblesses. Tout d'abord, si jamais vous avez une fuite dans votre chargeur, ce sera très compliqué de pouvoir la corriger sans avoir à changer les joints. En effet, c'est du CO2, la pression sera beaucoup plus importante qu'avec du gaz classique. Et en plus, la vis pour pouvoir changer la sparklette ici aura très rapidement tendance à s'abîmer. Pourquoi? Parce que cette pute, elle est en aluminium. Elle est même pas en acier. Et donc j'ai déjà dû changer une vis d'un de mes deux chargeurs. J'ai réussi à trouver la pièce, merci Sweet Airsoft, parce que l'empreinte pour mettre la clé a été complètement baisée. Pourquoi? Parce que du coup, sur les chargeurs, vous avez une partie qui se détache ici. Le puits avec le couloir de billes se détache au moyen d'un petit bitonio ici qui est monté sur ressort. Et quand vous l'enlevez, en dessous, vous découvrez une clé à laine. Sauf que la clé à laine est toute petite. La vis, elle, est un peu plus grande. Résultat, ça accroche très peu sur la vis. Donc, nous avons ici une pièce en zamac. Nous avons ici une pièce en aluminium. L'un dans l'autre. Comme en plus, on a un très léger jeu entre les deux, et bien du coup, ça s'abîme. Donc, préconisation, prenez une vraie clé à laine avec vous. Ainsi, vous pourrez beaucoup plus facilement enlever cette putain de vis et accéder ainsi à la cartouche qui se trouve à l'intérieur. Et dernier point noir pour ce chargeur et non des moindres, nous sommes sur une cartouche de CO2 de 8 grammes. Alors que d'habitude, nous sommes sur du 12 grammes. Mais les cartouches de 8 grammes que vous pourrez trouver dans le commerce, celles-ci ne sont pas compatibles. Vous pourrez insérer la cartouche pour faire vos sodas préférés dans le chargeur, ça va percuter certes, mais ça va boucher en même temps la capsule, puisque c'est pas fait pour. Puisque nous avons ici une surépaisseur par rapport à là. J'ai essayé d'enlever cette surépaisseur. Non, ça m'a pété à la gueule. Donc les cartouches du commerce pour soda, on oublie. Sauf que tous les magasins ne vendent pas ça. Donc là déjà ça complique les choses. Les chargeurs gaz n'auront pas ce problème. Les chargeurs gaz, ils sont faits comme ceci. Nous avons la valve de remplissage à l'avant, ils auront donc une capacité en gaz moindre que pour le CO2. En effet, que les chargeurs de CO2, vous pourrez tirer entre 40 et 50 billes, lorsqu'avec un chargeur gaz, vous ne pourrez tirer que entre 20 et 30 billes. Par contre, si vous avez des problèmes de fuite avec les chargeurs gaz, en changeant les joints, en mettant un petit coup de téflon ou en mettant au pire de la pâte à joint, vous pourrez venir à bout des problèmes. Les chargeurs auront 9 billes de capacité, quel que soit leur mode de propulsion. Il est possible de remplir le chargeur au bébé loader, mais il va falloir y aller bille par bille, puisqu'il faut qu'elle soit réellement en quinconce, sinon vous allez avoir une bille de capacité en moins. Chaque chargeur sera disponible pour 40 $ sans frais de port, donc comptez entre 50 et 60 € avec les frais de port. Donc déjà, c'est pas rien. Et pour le chargeur gaz, il va falloir faire attention à la bonbonne que vous prendrez. En effet, une bonbonne de ce type, ça passe, puisque l'embout est assez grand. Par contre, ici, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que nous avons la base ici du chargeur qui va bloqué. Donc ici, là, je ne peux pas remplir avec cette bouteille, à moins d'utiliser la rallonge qui est fournie avec le fusil. Bonjour, je suis Neozo35, le fondateur de Comme J'allonge. Vous avez des problèmes de tige trop courte? Alors dans ce cas-là, n'hésitez pas, prenez la tige vertige. Vous verrez, ça marche. Ainsi, j'ai pu prendre 5 cm en seulement 20 secondes. Et on est tellement sûr que ça fonctionne que vous pourrez bénéficier d'un sachet de transport gratuit. Pour insérer votre chargeur dans la réplique, faites-le culasse ouverte.
Sinon, ce ne sera impossible de manipuler les chargeurs puisque nous avons ici le joint qui vient se mettre dans la culasse. Et pour les désengager, il faut donc ouvrir la culasse et manipuler le petit bouton à l'avant qui se trouve ici. C'est marrant, là aussi on a l'impression qu'ils ont pompé sur le PPS et sur le Tanaka. Le système de hop-up est un peu contraignant. Ingénieux, certes, mais pas très pratique sur le terrain. D'ailleurs, je sais pas ce que l'ancien propriétaire a fait, mais mon bloc hop-up à moi, il était toujours réglé au maximum. Quel que soit le poids de la bille, du coup même de la 0,45, ça partait direction la Lune. J'ai donc démonté pour voir comment ça fonctionnait, et j'ai remplacé le système par un petit tube de coton-tige, et j'ai gardé la petite bille qu'il y a à l'origine. Donc maintenant j'ai une petite bille et le tube par-dessus. Ce qui fait que normalement nous avons un réglage constant. Alors que sur le système d'origine nous avons une petite bille et un ressort. Ressort qui sera très chiant. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'y a plus de système. C'est qu'au moment où il a démonté, le ressort il a sauté et il a été perdu. Le réglage se fait par un assemblage d'engrenages. Accrochez-vous et prenez des notes. Pour le régler, il faut d'abord décoincer le système avec la vis à laine qui se trouve en dessous. Ce qui vous permettra de pousser vers la gauche la butée de crosse ici. Voilà, on enfonce. Ainsi, ça ressort de l'autre côté. Puis dévissez le côté gauche, pas trop pour éviter que ça se barre, mais une fois que vous l'avez bien dévissé, vous pourrez appuyer dessus pour que ça ressorte de l'autre côté, et là vous pourrez voir une roue crantée. Cette roue, lorsque vous la tournerez, enchaînera sur un autre engrenage qui lui-même va du coup entraîner une vis qui va entraîner un bloc qui va plus ou moins appuyer sur une barre de métal qui va du coup entraîner de la tension sur un arceau qu'il y aura autour du bloc hop-up et ainsi provoquer une pression plus ou moins grande. Donc tournez la roue de droite vers l'avant pour monter le tir, on a l'écran, et tournez vers l'arrière pour pouvoir baisser le tir. Lorsque vous avez terminé, vous faites la manipulation inverse. Vous rappuyez sur le bouton, vous revissez la vis qu'il y a sur le côté gauche jusqu'à arriver à un moment où ça bloque et vous rappuyez dessus pour pouvoir remettre correctement la butée. Et après, si vous voulez, vous resserrez la vis en dessous. Des questions ? Vous pouvez ranger vos affaires, c'est bon. L'idéal finalement pour utiliser ce fusil, c'est d'utiliser un gilet d'assaut, comme celui-ci, comme dans Il faut sauver le soldat Ryan. Pourquoi? Parce que comme ça, vous pourrez facilement vous trimballer avec les clés à laine, avec les chargeurs supplémentaires, puisqu'ils ne passent pas dans les ceintures Garand ou Springfield classiques. Pour les bandoulières, non, ne le faites pas. 450 grammes par chargeur, vous allez très rapidement les perdre, puisque la bandoulière est souple, ça va se barrer dans tous les sens. Vous pourrez également vous trimballer avec un bébeloteur, des billes, tout ça à portée de main. Et niveau accessoires, à part une crosse type C, le seul accessoire que je vous préconise, c'est une bretelle en cuir, qu'elle soit avec des boucles en laiton ou des boucles peintes en noir, c'est à vous de voir. On va maintenant passer au test chronie avec un chargeur CO2 et un chargeur gaz, tout ça à la 0,20. Value not found. Oh putain! Ah ouais! Eh ben, il tire vachement fort. Il va falloir trouver un moyen pour le brider. Bon, j'espère au moins qu'il va pouvoir se rattraper sur les tests de tir.
mise en haut à gauche. C'est mieux. Ah, c'est déjà mieux ça. Putain, ça veut pas, hein. Ça part vers la lune, ça part vers le temps. La cible était donc à 50 mètres. On peut voir que c'est complètement merdique. 500 balles pour un fusil qui a un hop-up de merde. Sérieusement? Un coup ça part en haut, un coup ça part en bas. Impossible à régler du coup. Ceci dit, peut-être qu'avec un meilleur bloc hop-up et un canon de précision, on aura de meilleures performances. En tout cas, vous pourrez tirer précisément jusqu'à 35-40 mètres. Au-delà, un coup ça part en haut, un coup ça part en bas. Enfin, ça éparpille, mais à la verticale. Attention, de ce que j'ai pu voir pendant tous mes tests, la noix de culasse ici est assez sensible. Vous avez pu le voir. Je l'ai à peine effleurée qu'elle a basculé. Et là, si vous essayez de la rentrer, bobo, ça va faire très mal. Pour pouvoir corriger ce petit problème, il faut tenir la culasse ouverte, évidemment. Vous tirez la noix et vous la basculez jusqu'à ce que la butée à gauche soit bien alignée avec le petit cran. Mais du coup, le gros inconvénient de ce type de propulsion, c'est que ce soit gaz ou CO2, vous n'aurez jamais la même pression au début et à la fin de votre chargeur. Donc votre réglage du hop-up, il risque d'être un peu compliqué. Enfin bref, pas la bonne crosse, un hop-up à chier, une fiabilité douteuse. Mais qu'attendons-nous? Voici ce qui conclut cette vidéo de % de réplique d'Airsoft, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à nouveau à remercier mon partenaire Destocash Games. Et si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a ma page Tipeee, vous pourrez ainsi m'aider, que ce soit sur la forme ou sur le fond de mes vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft, de répliques de Nyx, d'uniformes et de VIP. Salut!
Déstockage Games.